Nous voici à la sortie du tribunal de grande instance de Paris à la 17e chambre correctionnelle. Nous sommes en compagnie de Hervé Ryssen et son avocat. Hervé Ryssen qui, je le rappelle, était en comparution aujourd'hui. Alors Hervé, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les raisons de ton procès aujourd'hui et nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Fondamentalement, je ne me l'explique pas. Ça reste un mystère pour moi. Je ne fais que dire des vérités écrites par des intellectuels juifs. Les bouquins n'ont jamais été condamnés. Simplement, là, ils ont sauté sur mon petit livre rouge, là, le résumé, la synthèse de mes 6 livres sur le judaïsme, enfin, de mes 6 premiers livres sur le judaïsme. Ils ont extrait combien 6 phrases, c'est ça, là, notamment sur l'inceste, la volonté de domination mondiale. Je trouve que c'est à peu près tout, hein, sur le plan des thématiques qui ont été soulevées. Mais je ne fais que citer des intellectuels juifs. Bon, la présidente a été globalement assez, enfin moi j'estime assez courtoise, oui, enfin on peut estimer, bon, elle m'a pas laissé égrener toutes les citations, certes, mais il me semblait qu'elle était plutôt honnête a priori. Ceci dit, j'ai un petit peu l'habitude, dans 15 jours il y aura le verdict, 15 jours ou 3 semaines, je ne sais pas d'ailleurs. Et je me fais pas trop d'illusions, pourtant j'ai insisté, à chaque fois je suis condamné, évidemment, j'ai 15 condamnations, j'aurais pu en avoir 3 fois plus et les parties civiles m'avaient traîné devant les tribunaux 3 fois plus. Les juges m'auraient à nouveau convoqué et j'aurais été condamné 45 fois à ce moment-là. Moi j'aurais bien aimé, c'est ce que j'ai dit au final, quand on m'a laissé la parole pour en dernier, j'ai dit voilà, j'aimerais bien que ce soit un petit peu eux qui soient condamnés, quoi. D'accord, tu n'as pas senti ce côté inquisitoire que peuvent ressentir les gens qui ont tes idées dans le tribunal? Non, franchement, je ne l'ai pas ressenti, je pense qu'elle elle a été honnête, non, je t'assure, je ne l'ai pas ressenti, elle me posait des questions, elle n'y connaît rien, elle n'a pas lu les bouquins. Non mais le problème il est là, c'est qu'ils n'y connaissent rien. Moi à la fin je dis écoutez, en droit je ne connais rien, en droit pénal, quand tu parlais des diffamations, injures, provocations, j'ai du mal à voir les différences. En droit pénal je n'y connais rien, mais par contre sur ce thème du judaïsme, de l'esprit juif, c'est moi le spécialiste mondial de la question. J'ai insisté à plusieurs reprises en disant je n'étais pas spécialiste de la question israélo-palestinienne, je n'étais pas spécialiste de la religion judaïque, mais en l'occurrence sur l'esprit juif, c'est moi le spécialiste mondial de la question. Donc pourquoi, j'avais envie de lui dire, vous n'y connaissez rien, pourquoi est-ce que ce serait vous qui me jugerez? C'est quoi cette histoire-là? Maître Bono, vous qui êtes avocat de Hervé Ryssen, avocat du clan, avocat de nombreuses causes nationalistes, dissidentes et désespérées, qu'est-ce que vous pensez du procès? Rien n'est jamais désespéré, surtout quand SOS Racisme porte plainte trop tard. C'est le premier argument. Il faut lire les livres, ils ne l'ont visiblement pas fait. Ils ont réalisé trop tard que le livre était paru, donc ils sont précipités. La plainte a ce caractère brouillon des choses faites trop vite. Ils ont extrait quelques passages. Ils ont tenté de poursuivre en y accolant dans une cote mal taillée des textes qui n'étaient pas applicables. Donc effectivement, si le dossier est jugé en droit, j'ai bon espoir. Maintenant, est-ce que le dossier sera jugé en droit? C'est la question qui se pose. Comment vous avez senti justement les avocats de SOS Racisme et d'Al-Iqra envers M. Ryssen? Alors, je vous rassure de suite, ils n'avaient pas d'odeur. Ceci dit, j'ai senti leur hostilité. Oui, voilà. Alors moi, durant ce procès, j'ai relevé un commentaire de monsieur le procureur, dont le nom m'échappe, qui a dit dans un état où la liberté d'expression serait plus libre, M. Ryssen pourrait dire ce qu'il veut. En l'occurrence, nous sommes dans un état où la loi le condamne. Un commentaire. Il me demandait de me barrer d'ici, lui, cet enfoiré. Comme si je devais quitter mon pays parce que bon, les lois sont. Alors, je peux dire ce que je veux, mais ailleurs. Foutez-moi le corps. Non, moi je suis français d'origine française, ici je suis chez moi. Ce que j'aimerais, c'est plutôt que les lois changent, qu'on renverse le régime et qu'on applique les lois qui préservent les intérêts des Français et non pas des 1% de Juifs qui habitent en France. Je crois que ce serait aussi bien. Peut-être que tu vas me dire quelque chose, cher ami. Alors, je ne sais pas où Hervé demandera l'asile politique. Je l'ignore, sûrement pas en Israël. Aux États-Unis, là, oui. Sûrement pas en Israël. Maintenant, effectivement, il y a une interprétation extensive des lois. À la demande de certaines associations, de certains groupes de pression. Et c'est d'ailleurs tout le problème. Est-ce que les mêmes propos appliqués à un individu sans que son appartenance communautaire, ethnique ou autre au peuple martien soit précisée emporterait le même genre de poursuite? C'est la question que j'ai posée au tribunal.
D'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu parler de ce qu'on vous reprochait concrètement, un peu dans les détails si C'est possible. tout le problème, on ne lui reproche rien de concrètement. D'accord. On lui reproche tout, mais artificiellement. D'accord, c'était plus sophistiqué. Non, mais globalement, il y avait quand même pas mal de questions. Le procureur aussi est revenu à plusieurs reprises sur cette question de l'inceste, comme si j'accusais tous les juifs d'être incestueux et que dans toutes les familles juives, il pouvait y avoir de l'inceste. Je dis pas ça, je dis simplement qu'il n'y a pas de statistiques sur le sujet, et je crois qu'il n'y en aura jamais, que la plupart des victimes de l'inceste ne s'expriment jamais sur le sujet, qu'on a des plaintes mais qui représentent la surface émergée de l'iceberg, mais qu'en lisant, en faisant une moisson extensive de la littérature judaïque, je m'étais rendu compte qu'il y a quand même beaucoup d'occurrences sur ce point, et que même des personnalités célèbres, je sais pas, comme Barbara, Serge Gainsbourg, récemment on a eu l'épouse de Philippe Torton, l'acteur, Elsa Bouville, elle s'appelle. Enfin, il y a quand même beaucoup d'occurrences à travers la littérature juive sur cette question. Même, je dirais même que la quasi-totalité des intellectuels juifs ont parlé de cette question d'une manière plus ou moins ambiguë, parfois explicite, parfois en projetant le problème sur un plan universel, à la manière de Sigmund Freud avec son complexe d'Oedipe. Il appelle ça complexe d'Oedipe, c'est un complexe d'Israël. Prenez par exemple le film de Roman Polanski, Chinatown, où c'est une histoire d'inceste, mais projeté sur une famille de goy chrétiens, dont le père est un millionnaire, un riche propriétaire terrien des États-Unis. Le film est de Roman Polanski, c'est une inversion accusatoire. Et oui, moi je lui ai dit à la présidente que je ne pouvais pas difficilement exprimer en quelques quarts d'heure, parce qu'elle ne m'a pas vraiment laissé le temps de parler, c'était une question-réponse, elle ne me laissait pas parler. Mais je lui ai dit que le mieux ce serait quand même peut-être de lire les livres plutôt que de se fier à un petit résumé, en l'occurrence mon petit livre rouge, comprendre le judaïsme et comprendre l'antisémitisme, qui n'est pas réédité depuis un certain temps. Et si je suis condamné à 1 centime d'euro, je le réédite. Il faut que je le réédite, c'est le seul moyen que j'ai moi pour laver mon honneur, quoi. J'admets pas être condamné alors que je dis les vérités. Et c'est ce que je dis à la fin, même s'il y avait une guillotine à côté, je continuerai à dire la vérité. Pourquoi est-ce que je transigerais? On ne transige pas avec ça, quoi. Je suis condamné parce que j'ai fait des recherches et que je dis explicitement, je dis et j'écris ce que j'observe. Pour moi, c'est impensable. C'est impensable. Si je suis condamné à 1 centime d'euro, je republie le bouquin. C'est obligatoire. Pour laver mon honneur, c'est le seul moyen que j'ai, si tu veux, pour me rendre justice à moi-même. Voilà, c'est tout. Quelque chose aurait pu nous interpeller, et moi le premier, c'est que vous dites des choses qui sont assez similaires à Jacques Attali. Par exemple, Jacques Attali aussi dit que les juifs dominent la finance. Mais il y a plein de juifs qui le disent. Je vais citer Guy Sarman et je vais citer Jean Daniel dans le conservatisme juif et la psychanalyse du judaïsme. J'ai donné 2 exemples. J'avais préparé 10 pages à 4 sur l'inceste. Je ne peux pas préparer 10 pages à 4 sur l'inceste, 10 pages à 4 sur la domination mondiale, 10 pages à 4 sur l'inversion accusatoire. Elle ne m'a même pas laissé lire tout ce que j'avais à dire. Mais ce ne sont que des évidences. Quand je dis que les juifs veulent dominer le monde, je ne dis pas tous les juifs du plus grand au plus petit et braquer pas d'amalgame, de dominer le monde. Je dis qu'il y a des intellectuels juifs qui représentent la communauté juive, il y a des juifs qui se sentent très juifs, et ces juifs qui se sentent très juifs, ils sont obsédés par cette idée, par l'arrivée d'un Messie qui consacrera leur domination. C'est une évidence par rapport à tout ce que j'ai pu lire dans les romans, dans les essais des intellectuels juifs. C'est une évidence. Et je suis obligé, moi, avec des citations, dans l'espace d'un quart d'heure ou une demi-heure, de prouver cela. Alors c'est une évidence. Regardez sur la question du bolchevisme, on a soulevé la question du rôle des dignitaires bolcheviques juifs dans la révolution russe et des 30 millions de morts consécutifs à cette révolution bolchevique. J'ai pas pu exposer les faits, j'ai pas pu dire qu'Kamenev était d'origine juive, Zinoviev était d'origine juive, il était donc Moscou et Saint-Pétersbourg, que Trotsky était juif lui-même, que Lénine lui-même avait un grand-père juif et se sentait peut-être plus ou moins juif, ça reste à voir, que même si Staline n'était pas juif, il était entouré de juifs, comme l'ont dit plusieurs historiens, que l'international, le Comintern était dirigé par un certain Radek qui s'appelait en fait Zebelson. J'ai pas pu exposer tout ça, donc qu'est-ce qu'elle pensait? Il faut se mettre aussi à la place du juge. Le juge, il ne connaît rien, c'est pas un intellectuel, c'est un juge. Enfin, bon, peut-être qu'elle est très documentée, peut-être qu'elle est très cultivée, je ne sais pas. Mais moi, je ne fais que dire des évidences, c'est ça qui est emmerdant. Pourquoi est-ce que je viendrais exposer tous ces faits devant un tribunal? Je devrais être sur un plateau de télévision, je devrais être dans une radio, ça me paraît évident, quoi. Et ensuite, quand j'entends les avocats des partis civils dire ce que dit Erissen est abominable sans présenter aucune preuve, sans qu'il y ait de fait derrière,
moi, je crois que c'était l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, là. Je souriais en me regardant parce que ça me semblait énorme ce qu'il disait. Je me disais, est-ce que ce mec croit à ce qu'il dit? Et ben en fait, tout le problème est là, c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises à la présidente, vous l'avez entendu, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'ils savent plus ou moins consciemment qu'ils mentent, que ce sont des menteurs, des affabulateurs et des tarés. Ils le sentent plus ou moins. Ils préfèrent porter plainte contre les autres, c'est beaucoup plus clair. C'est comme les féministes juives, hein. Pourquoi est-ce qu'elles ne portent pas plainte contre leur rabbin? Pourquoi est-ce qu'elles projettent toujours le problème sur Badinter, Gisèle Halimi, Gloria Steinem aux États-Unis? Dès le départ, avec Emma Goldman aux États-Unis, dès le départ, les féministes juives, parce que le féminisme est un mouvement juif à la base, elles projettent toujours le problème sur les goïs, c'est-à-dire les mâles sont responsables des malheurs des femmes. Non, les mâles juifs sont responsables des malheurs des femmes juives. Pourquoi toujours projeter le problème sur les goïs? Et il se trouve que chez les juifs, il y a un problème d'inceste. Je le maintiens, je suis désolé, je le maintiens, je demande une enquête officielle au gouvernement français de mener une enquête sur l'inceste dans les familles juives, et notamment dans les familles juives hassidiques. Hassidiques. Il y a des milliers de rabbins qui ont été condamnés ces dernières années, des milliers de rabbins. Ça correspond, c'est ce que j'ai dit dans mon documentaire Satan Hollywood, le problème de la pédophilie, de la pédomanie est 130 fois plus important chez les juifs que chez les catholiques. Mais évidemment, quand vous regardez un film, que ce soit, il y a un film qui a été nominé l'année dernière là, aux Oscars, évidemment c'est toujours le méchant curé, le méchant prêtre, le méchant évêque qui est accusé de tous les maux de la terre, et non pas le méchant rabbin. Mais d'après vous, qui va faire l'enquête? Qui va faire l'enquête? That's the question. Écoute, moi je crois à l'avenir, je crois qu'on va s'en sortir. C'est-à-dire que les choses vont se rétablir. On a vécu une parenthèse peut-être de l'histoire, un truc complètement dément, disons de la fin de la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est une parenthèse. Si ça se trouve, c'est juste une parenthèse, les choses vont se rétablir et les juifs seront expulsés à nouveau comme ils l'ont toujours été dans l'histoire. Le problème, il est là, ils ont été expulsés de partout, putain. Alors, ou bien on est tous des enfoirés, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Américains, les Vénézuéliens, on est tous des salauds, tous expulsés les juifs, on est tous des salauds, ou bien les juifs posent un problème. Putain, mais c'est tellement évident, il faut obligé d'expliciter ça devant un tribunal. C'est ça qui est aberrant, j'allais dire kafkaïen, mais ça serait encore donner du crédit à Kafka. J'ai soulevé la question de Kafka, je parlais de l'inceste. On parle toujours des problèmes de Kafka et de son père. Personne n'a résolu cette question, c'est pas les problèmes de Kafka et de son père. Bon, moi j'ai bien mon idée, hein. J'ai lu Kafka sur le plan littéraire, on est loin, si tu veux, de cette gloire universelle à laquelle il a accédé. Hein. On en est vraiment très très loin. Donc c'est tout ce que je dis, moi j'ai des textes, je me résume à ça. Justement, on parlait tout à l'heure du procureur qui disait que si vous vouliez dire ce que vous pensiez, il fallait aller à l'étranger. On parle de plus en plus de... Il est sympa. Pour moi, c'est honnête. Casse-toi, va dire ce que tu veux, mais hors d'ici, quoi. On parle de plus en plus de militants, enfin il y a de plus en plus de militants persécutés. Vous-même, vous avez déjà 15 condamnations. Je suis pour rien. On a bien compris que vous êtes sans concession et que ce n'est pas ce qui vous arrêtera, mais avez-vous un message pour toutes les personnes qui éventuellement hésitent et ont peur d'éventuelles poursuites aujourd'hui? Mais il y a plein de gens qui n'ont plus peur des poursuites. La parole s'est considérablement libérée ces dernières années. Sur Internet, évidemment, notamment, mais la parole s'est libérée, ça se fait tout naturellement. Et chaque fois qu'on sent cette oppression cosmopolite, il y a toujours une petite faille qui libère la parole, et ils le savent très bien une fois. Là-dessus, ils ont raison. Hein. Une fois que la parole se libère, comme dirait Maître Lévy, le bord de le cyclope des Carpates là. Thierry Lévy. Une fois que la parole se libère, ensuite il y a les coups. Ouais. Non mais je veux dire, c'est juste une image, hein, parce que je vais être condamné pour ça. C'est lui qui le dit. Ils le savent très bien, une fois que la parole se libère, effectivement, ensuite les gens en ont marre, quoi. Et se libèrent de cette oppression. Le fait est, c'est qu'on est opprimé, quoi. Et Jean Daniel vous dit, oui, une petite minorité qui a tendance à trop dominer le système médiatique et le monde culturel. Et c'est une réalité aujourd'hui. Je vois simplement qui a eu le prix Goncourt et le prix Renaudot cette année. C'est une musulmane et une juive. Putain, il n'y a pas de français. C'est ça qu'il veut nous dire. Regardez, j'ai trouvé une citation de ce grand écrivain, Truman Capote pour les Américains, qui parle de mafia juive. Lui, c'est un écrivain anglo-saxon. Il dit, c'est quoi ces histoires-là? Tous les prix, ils sont donnés à des écrivains juifs. Saül Bellow, Isaac Vagelis Singer.
Isaac Bajé-Wiesinger est peut-être un des rares écrivains juifs qui mérite peut-être effectivement une certaine considération. Mais il dit, il n'y a pas d'écrivain anglo-saxon, il dit ça dans les années 50 je crois. Il parle de mafia juive qui domine le monde intellectuel. Pourquoi j'aurais pas le droit de le dire? Ici je suis chez moi en France. Les juifs ils sont partout dans le monde. Il y a des juifs en Alaska, il y a 6000 juifs en Alaska. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'ils aiment faire du ski. Je plaisante, parce qu'il y a du pétrole. Il y a des juifs partout, il y a des juifs au Nicaragua, il y a des juifs au Honduras, il y a des juifs... C'est la démocratie même qui aime le en pétrole. Mongolie, tu vas à Oulan-Bator, je suis sûr qu'il y a des juifs. Enfin, sauf si vraiment c'est le désert, sauf s'il n'y a que du sable. Et encore. Qu'est-ce que vous en pensez de la conscience actuelle des citoyens français? Est-ce que vous pensez qu'elle est... Ça va de mieux en mieux, ça va de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de gens qui ont conscience des problèmes, il y a de plus en plus de gens qui votent correctement. On n'a plus l'armée rouge, on n'a plus cette pesanteur marxiste. Vous y croyez au vote Putain, tu me dis ça, hier, il y a Donald Trump qui a été élu contre tous les médias. C'est ce que disait BFM, 194 journaux ont soutenu Hillary Clinton, 6 journaux ont soutenu... Vous en avez pensé quoi de l'élection de Donald Trump? Ça m'a beaucoup réjoui, énormément réjoui. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais peu importe. Je considérais simplement que tous les médias étaient favorables à Hillary Clinton. Ça m'a fait plaisir qu'un type qui allait au-delà, qui allait à l'encontre du courant, puisse faire un pied de nez à toute cette hyper-classe, comme dirait Jacques Attali, cette hyper-classe cosmopolite qui domine le monde et qui nous emmène vers des catastrophes assurées, c'est évident. Les bolcheviks en 1917, ils étaient aussi enthousiastes que Daniel Cohn-Bendit au moment de la construction européenne. Ah putain, le Messie, il va arriver quoi. Il est là. Et quand Philippe de Villiers laisse entendre qu'il laissait appeler à voter pour le non à Maastricht, c'était à ce moment-là, Daniel Cohn-Bendit était sur le plateau, on était fous de rage quoi, parce que pour lui, l'arrivée du Messie, elle allait capoter à cause d'un connard comme Philippe de Villiers qui allait faire capoter l'élection. Ils sont persuadés que le Messie va arriver et à chaque fois qu'ils sont frénétiques comme ça, ils se cassent les dents. Et là, on se rend compte qu'ils sont en train de se casser les dents, quoi. Malgré toute cette propagande cosmopolite, les peuples se réveillent. Il y a eu le Brexit, il y a eu le référendum de 2005. Là, il y a Trump, il y a Poutine, il n'y a plus d'armée rouge. Mettez-vous ça dans le crâne. Hein. Il y a l'Iran, il y a la Corée du Nord. Tout le monde entier n'est pas... Ils sont vulnérables. C'est ce que me disait la présidente. Ah, vous considérez que les Juifs sont omnipotents et pourtant, regardez, oui, ils sont vulnérables. Je ne suis pas conspirationniste, je ne crois pas qu'ils tiennent tout, qu'ils dominent tout. Je crois qu'il y a des révoltes qui vont se réaliser parce que le peuple, objectivement, les gens qui sont encore un peu sains, sentent plus ou moins inconsciemment qu'on les emmène vers le monde d'Orwell en 1984, vers un monde totalement totalitaire où la moindre parole, le moindre propos contre telle ou telle minorité fait que vous pouvez passer devant un tribunal. La parole se libère, moi je suis très très optimiste, et je dis pas ça pour les juges qui me condamnent sans arrêt, je dis pas ça pour le procureur qui ferait peut-être bien de mesurer un peu ses propos aussi, parce que ça ne sera pas toujours nous qui serons condamnés. Un jour peut-être on condamnera ceux qui nous auront condamnés. Et c'est parce que c'est le mouvement de l'histoire. L'histoire n'est pas linéaire, on n'a pas droit vers un gouvernement mondial. L'époque du début des années 90, après la chute du mur de Berlin, c'est fini ça. Il y avait Fukuyama qui nous disait c'est bon, toutes ces idéologies, ça ne correspond plus à rien, on se dirige vers la globalisation heureuse, la consommation pour tous, tout sera merveilleux, la paix dans le monde, non plus sur la commode. C'est fini ça. On n'est plus d'où il y a eu le 11 septembre, on n'est plus du tout sur ce schéma. Ok ? Là, il y a Poutine, maintenant il y a Trump, donc c'est pas ce que va donner Trump. Voilà, moi ce que je vois c'est que le monde bouge, la France bouge, et que j'y crois, si on n'y croit pas, il ne faut pas faire de politique. Pour résumer, une vision très optimiste et un appel à la révolte. On appelle à la révolte, les choses se font vraiment naturellement. L'élection de Marine Le Pen pour vous serait une solution? Écoutez, le problème, mon problème, je vais dire franchement c'est quoi? Mon problème c'est que tous mes amis politiques détestent Marine Le Pen. Ce sont souvent des anciens du Front National, des anciens cadres qui ont été exclus. Non mais objectivement, mes amis politiques sont là, que ce soit le PDF, que ce soit Vauquelin, que ce soit Thibault de Chassey, que ce soit évidemment l'œuvre française ou l'ex-œuvre française, ils sont là mes amis politiques. C'est pas les responsables de ces groupes qui peuvent appeler à voter Marine Le Pen. Mais moi, je peux le faire puisque je dépends quasi, je suis assez indépendant, même si voilà, je tiens à mes amitiés. Et je crois qu'il faut voter Marine Le Pen. Il faut même les 50 000 voix, parce que disons que les éléments ultranationalistes, patriotes tout simplement, représentent, allez, en termes militants, quoi, 50 000 personnes peut-être. Ces 50 000 voix peuvent peser. On a besoin de Marine Le Pen comme brise-glace. Notre ennemi, c'est pas Marine Le Pen, notre ennemi, c'est essentiellement aujourd'hui l'UMPS, je dirais plutôt même l'ex-UMP, les Républicains. Il faut briser cette droite libérale. À chaque fois, les gens s'imaginent que Sarkozy va nous sauver. Là, c'est Fillon va peut-être nous sauver. Non, Fillon, il va rien sauver du tout. Voilà.
On sait bien que dans l'entourage de Marine Le Pen, ce ne sont pas vraiment des patriotes au sens pur du terme. On sait bien qu'il y a une petite clique, comme dirait Lesquin, de gens qui ne sont pas conformes au sens où on peut l'entendre un nationaliste. Mais je crois que c'est le Front National aujourd'hui. Peut-être même que Marine Le Pen aura besoin de nous lorsqu'il y aura, disons, lorsque la situation sera un petit peu trop chaotique à son goût et que les policiers et que même l'armée française ne tiendra pas le pays. Peut-être qu'elle aura besoin de nous à ce moment-là. C'est là qu'on pourra jouer un rôle, nous, en tant que patriotes, en tant que vrais patriotes. Maintenant, je vais vous dire un truc. Quand j'entends Marine Le Pen, quand j'entends les propos de Marine Le Pen, quand j'entends les propos de Nicolas Bay, quand j'entends les propos de Philippot, je me sens pas agressé comme lorsque je lis Daniel Cohn-Bendit ou Bernard Henlény. Okay, je me sens pas agressé. En revanche, quand j'écoute Sarkozy, je me sens agressé. Quand j'écoute Fillon, je me sens agressé. Même quand j'écoute ce que dit Jean-Frédéric Poisson, je peux me réjouir, et puis une semaine plus tard, je me dis encore où est-ce que j'ai mis les pieds, quoi, parce que Jean-Frédéric Poisson s'est couché devant la communauté d'une manière, je dis pas ignominieuse, il a fait ce qu'il a pu, c'est assez courageux de sa part. Et je me dis, voilà, c'est pas ce qu'il nous faut, c'est pas ce qu'il nous faut, nous. Ensuite, que le Front National n'attaque pas de but en blanc, disons, la communauté organisée, c'est un fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais peu importe à la rigueur, ce dont on a besoin, nous, c'est de casser la classe politique telle qu'elle est là aujourd'hui. Donc voilà, il faut essayer d'être optimiste et de regarder les choses. D'accord. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Non? Si, j'aurais bien des choses à ajouter, mais ça va tomber sur le coup de la loi encore. D'accord. D'accord, bon. Autre chose? Au sujet du clan, Maître Bono, un petit mot sur des affaires en cours. Vous défendez en ce moment un certain nombre de militants nationalistes et prestataires, tout simplement. Oui, je défends Ivan Benedetti notamment, qui a plusieurs procès par lesquels le système essaie de le faire taire. Je défends notre ami, je défends Jérôme Bourbon, je le défendais hier même. La répression se durcit certes, mais elle caractérise peut-être la fin d'un système qui se débat devant la révolte du peuple, devant la colère qui monte et qui gronde. D'accord. Tout à l'heure, certains suggéraient à notre ami de partir ailleurs. Peut-être que l'exil politique finalement se fera vers le Birobidjan et que ce ne sera pas l'exil de ceux qui le pensent. D'accord.